Bienvenue sur le ring, l'ODJ de TV Radio, Hicham El Alaoui. Merci de l'invitation, merci Rachid. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation et d'être présent aujourd'hui sur le ring avec nous. Je rappelle, Hicham El Alaoui, que vous êtes CEO, DG de ELERMS, spécialiste dans l'assurance crédit au profit des entreprises. Tout à fait. Alliance 13 maintenant, sous son nom, dénomination commerciale plus récente. Voilà, donc la précision est importante aussi. Donc 3 rounds thématiques avec vous. Hicham El Alaoui, donc premier round, inflation. Croissance, que choisir? Est-ce qu'il faut choisir? On voit bien que ce qui est dans l'atmosphère et dans l'air du temps, c'est se dire voilà, où on agit contre l'inflation, où on agit pour booster la croissance, mais il faudra choisir. D'autres considèrent que c'est compatible ou incompatible. En tout cas, vous nous direz. Inflation, croissance, je rappelle, que choisir? Premier round thématique. Deuxième round thématique, un changement de cap économique s'impose-t-il à la lumière de cette poussée inflationniste et des prises de parole qu'on a pu avoir ici et là entre Abdel Jouari, mais surtout Ahmed Halimi du HCP qui a interpellé un petit peu sur l'efficacité ou pas d'ailleurs de la politique budgétaire ou la politique monétaire pour juguler à la fois l'inflation et pour doper la croissance. Et troisièmement, thématique, Hicham El Alaoui, les ravages de l'inflation vont-ils selon vous perdurer? Si c'est le cas, ça peut se traduire comment? Par plus de précarité, donc une croissance des inégalités sociales. Ça, en tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez. Hicham El Alaoui, sur le premier round, inflation, croissance, que choisir? Est-ce que déjà, il faut, selon vous, choisir et trancher entre où je m'occupe de la croissance, où je m'occupe de l'inflation pour un gouvernement et le gouvernement Arnouch en particulier? Ça, je pense que c'est un débat que pourrait se poser des économies beaucoup plus conséquentes. On va rappeler nos fameux chiffres. Nous sommes autour des 180 milliards de dollars de PIB, ce qui nous place autour de la 60e place mondiale. Qu'une économie comme la Chine, comme les États-Unis, comme la zone euro se pose cette question, ça ferait beaucoup moins présomptueux que si le Maroc se la posait. Parce que, concrètement, pour un pays importateur net comme le Maroc, qui a une monnaie numismatique qui est indexée sur l'euro, sur le dollar, au fameux 60%, 40%. Sur le panier de devises. Oui, sur le panier de devises, avec un petit panier de flottement de 5%. Nous sommes, pour le dire très prosaïquement, ce sera mon idée principale sur ce premier round, nous sommes en train de subir une inflation importée. Parce que nous importons, nous sommes importateurs nets. Notre business model économique au sens macroéconomique ne nous permet pas d'envisager une relance pure et parfaite. Donc dans cette logique, de 1, je pense qu'il faut resituer par ce propos liminaire autre chose. On n'est pas là à choisir ou faire un arbitrage. Nous subissons une inflation importante parce que nous n'avons pas les moyens. Importante et importée, vous dites pour vous? Importante. Pour vous, il n'y a pas d'inflation qui s'est domestiquée avec le temps et qui fait qu'aujourd'hui, ce que disait Ahmed Halimi, on est face à une inflation domestique. Ça, c'est un deuxième débat extrêmement intéressant. Oui. Et je pense qu'on fera le lien entre l'économique, le social et le politique. En tout cas, pour vous, vous dites qu'il n'y a pas d'arbitrage à faire pour un pays comme le nôtre, à savoir le Maroc, à la lumière des indicateurs que vous avez parcourus. Vous dites, entre choisir de juguler l'inflation ou doper la croissance, il n'y a pas à choisir. C'est pas tout à fait qu'il n'y a pas à choisir, je dirais juste que le débat est présomptueux. On n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Chine pour dire on a décidé de mener telle politique pour limiter l'inflation. Nous importons des choses de plus en plus chères et peut-être en balayant devant notre porte, on pourrait trouver des mécanismes, des fine-tuning comme diraient les anglo-saxons pour réduire un peu la tendance de l'inflation, mais factuellement, les prix augmentent à l'international, tous les pays du monde le subissent, donc nous allons importer cette inflation. Notre modèle économique va dans le sens de la stagnation malheureusement, on l'a connu même avant Covid, le Covid a été plus un accélérateur d'un cercle vicieux qu'autre chose, et nous en sommes aujourd'hui à subir une inflation importante et une croissance qui est beaucoup plus proche de zéro que proche de 5% ou des 6% qui était le cas pour nous il y a une quinzaine d'années. Donc déjà pour situer ce propos liminaire où nous subissons, pour resituer les choses en perspective, là si on devait rentrer dans un débat un peu plus macroéconomique, déjà dans le chiffre d'affaires, donc dans le PIB, parce que c'est la valeur ajoutée qui constitue la somme des PIB, là le chiffre d'affaires et donc la composante hausse des prix, donc inflation, va impacter positivement la hausse de la croissance. Donc, pour le faire simple, si les prix augmentent, le chiffre d'affaires des entreprises va augmenter et de l'État. Si les rentrées de l'État et des entreprises augmentent, la valeur ajoutée aura tendance à augmenter mécaniquement, donc le PIB va augmenter. Donc, l'inflation n'est pas forcément une mauvaise nouvelle en termes de croissance économique, mais elle atteint ses limites lorsque cette inflation est contre-productive en termes de consommation. Et comme nous sommes dans un système très francophone... Et comme l'inflation est tirée par les produits alimentaires et par l'alimentation, on se retrouve aujourd'hui avec le risque d'avoir une croissance économique plombée. Elle est déjà atrophiée aujourd'hui, elle l'était déjà l'an dernier, par une inflation des produits alimentaires. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette logique, cette école de pensée que vous venez de développer, Hicham El Alaoui, c'est effectivement de dire qu'on aura plus de recettes fiscales grâce à l'inflation, parce que c'est ça en fait la réalité, ça s'est déjà produit en 2021. On peut avoir aussi un PIB qui soit un peu plus important grâce à l'inflation, sauf que notre modèle de croissance économique fait qui repose essentiellement sur la consommation,
on risque d'avoir un taux de croissance économique qui flirte autour des 1,5% aussi en 2023, à la lumière de 2022. C'est ce que pensent beaucoup d'économistes aussi. Et c'est tout parce le qu'il n'y a danger. pas de ruissellement et parce que même s'il y a un PIB effectivement plus important, ou légèrement plus important, mais il est gonflé artificiellement aussi par la distribution de crédit, par de l'endettement et par effectivement un appauvrissement du pouvoir d'achat des ménages à cause de l'inflation. Et c'est tout le débat. C'est vraiment le nœud gordien du débat parce qu'en France, ils utilisent un indice qui n'est pas très scientifique. Ils appellent ça l'indice ravioli. Le vrai indice ravioli, c'est-à-dire, j'achetais ma boîte de ravioli à 100 par exemple, il y a 6 mois, j'achète à 107 aujourd'hui, 7% d'inflation sur les raviolis, c'est une indication catastrophique, voire cataclysmique sur le reste, parce qu'il y a plusieurs types d'inflation. Si ma berline que j'achetais à 500 000 dirhams, aujourd'hui je l'achète à 600 000 dirhams pour diverses considérations, ou c'est mes green fees lorsque je vais jouer au golf augmentent de 30%. Ça, c'est un niveau d'inflation. Mais si on me parle de pâtes, on me parle de farine, on me parle d'eau. De petits pois. On parle de petits pommes pois. de terre. D'oignons. D'oignons. C'est ça aujourd'hui À l'inflation. 20 dirhams. Si on parle de pommes de terre, de tomates. Là, le verre est dans le fruit, pour reprendre la métaphore alimentaire. Donc là, c'est extrêmement important et ça va au-delà de la macroéconomie. Parce que lorsqu'on touche même à ce qui fait peut-être le ciment d'une société, c'est-à-dire l'agroalimentaire, et que l'honnête citoyen ou l'entrepreneur, ou la personne morale ou physique, lorsque nous allons dépenser tous, que ce soit une entreprise ou une personne physique, et qu'on se dit, mon panier, il est beaucoup moins rempli avec un budget équivalent, ou alors pour prendre ce que j'avais l'habitude de prendre, il faut que je rajoute 50 ou 60%. Au-delà même des considérations économiques, il y a la perception de la récession ou de la crise, et cette perception, moi, aurait tendance à me faire beaucoup plus peur que la crise elle-même. Ça veut parler de l'inflation ressentie. Oui. Clairement, c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites, voilà, vous avez vu comme moi, on a eu un début de semaine extrêmement agité entre le relèvement du taux monétaire décidé par Abdel Jouari, donc le taux directeur, donc c'est la troisième augmentation en moins de 5 mois, moins de 6 mois. Au même moment, Ahmed Halimi qui dit, voilà, de toute façon, c'est pas le levier monétaire ne résoudra rien, en tout cas ne résoudra pas le problème essentiellement de l'inflation et de la croissance aussi. Donc vous dites, est-ce que ça c'est un sujet où vous dites, voilà, il y a sujet, il y a débat, il n'y a pas débat. Est-ce qu'aujourd'hui se dit, voilà, quels sont les signaux qu'on envoie lorsqu'on, d'un côté, on a une institution indépendante qui est la Banque centrale qui relève le taux directeur, donc qui renchérit le coût de l'argent et du crédit, et alors que l'exécutif, lui, dit, voilà, je veux booster l'investissement, une nouvelle charte de l'investissement, et en même temps, j'ai des dépenses sociales à assurer, et donc j'appuie et je compte sur la dépense publique et sur le budget pour dégager la croissance. En fait, nous sommes en train d'évoquer une sorte de théorie de la main invisible d'Adam Smith, au sens très large. Moi, ce que je peux situer, peut-être même en termes, non pas de faits, mais d'évidence. Messieurs Jouari et Halimi sont deux éminences grises que nous jalousent, et sans faire aucune flagornerie possible, pratiquement tous les pays du monde. Parce qu'en termes de technocratie, en termes de compétences, en termes de recul, il est très difficile, a fortiori pour un pays de la taille économique du Maroc, de trouver des personnes aussi compétentes à des postes autant clés. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la politique monétaire, nos déficits, la gestion de notre endettement, pour savoir que macroéconomiquement, ce pays est excellemment tenu, beaucoup mieux tenu économiquement que beaucoup de pays autrement plus évolués sur d'autres indicateurs. Donc si macroéconomiquement... Mais qu'ils ont d'autres modèles aussi à financer. Tout à fait. Voilà, ils ont d'autres défis, quoi. Et qui, en termes de courbe de progression, sont certainement beaucoup mieux avancés que nous, en termes de gestion de la réforme de la santé, réforme de l'enseignement, réforme d'infrastructures, un certain nombre de choses. Donc si macroéconomiquement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient discordants à penser que tout ce qu'on peut faire a été fait. Il faut augmenter un peu les taux d'intérêt, il faut jouer sur 3 ou 4 leviers macroéconomiques pour embellir un peu la corbeille, mais, j'en reviens à mon premier point, de toute manière, on subira de l'inflation, il faut le reconnaître. Notre croissance ne fera jamais de folie parce qu'il y a un modèle à réformer, j'anticipe peut-être sur le deuxième round. Mais sur le premier sujet, nous avons des experts macroéconomiques réputés, respectés et respectables qui disent qu'il y a un problème. Pour moi, le relais doit être pris, le bâton de pèlerin, par le politique. Parce que là, nous sommes dans un temps politique où il faut communiquer, il faut vulgariser, il faut capitaliser sur le fait que le Maroc, par exemple, n'est pas la France, ou la France, il y a peut-être un peu moins de patience, le temps politique est un peu plus court, il y a beaucoup plus de pression. Le Marocain est quelqu'un de pacifique, de compréhensif, qui ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Et de résilient, il l'a démontré d'ailleurs la crise Covid. On passe au deuxième round. Hicham El Sellaoui, deuxième round, un changement de cap économique s'impose-t-il? Selon vous, certains observateurs, analystes économiques comme vous et financiers, considèrent qu'effectivement, il faudrait peut-être un peu surseoir la politique et la stratégie économique basée essentiellement sur une politique et de comment capter
le plus d'investissements possible, avec un IS qui serait progressivement en décroissance. Et c'est voilà, peut-être sursoir un peu la TVA ou la fiscalité ou la TIC sur les carburants ou sur les produits de grande consommation. Est-ce que pour vous, en tout cas, valeur aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous avez évoqué le fait que le politique aujourd'hui, c'est son temps, il doit prendre ses responsabilités. Est-ce que vous considérez qu'il faut ou pas de redonner un cap économique à notre pays? Je pense que oui. Le cap économique jusqu'à présent a été très très clair. Il fallait réformer certains offices, certains instituts. Quand je vois l'OCP qui vendait quasiment 90% de phosphate brut, pas forcément la gamme supérieure, qui aujourd'hui a un partenariat pour l'approvisionnement en hydrocarbures avec le Nigeria, qui duplique le modèle en Éthiopie, qui nous voit avec des yeux amoureux en voyant en nous le grand frère africain. Quand je vois que le mix produit passe de phosphate dans une très large majorité, à beaucoup d'engrais, non azotés en plus, pour faire plaisir à tous les lobbies écologiques occidentaux, je pense qu'on a beaucoup réussi de très belles choses sur ce type d'office, en prenant l'exemple de l'ONCF avec la ligne à grande vitesse. On peut prendre l'exemple également des infrastructures, politique d'infrastructures énormes. Hier, par exemple, j'étais à Agadir, j'ai fait de la route, mais c'est une fierté. On peut aller d'Oujda à Agadir, j'aurais pu prendre l'avion, j'aurais pu prendre un train de très grande facture, et peut-être même bientôt un train à grande vitesse. Tout ceci, on a mis tout en place en termes de hardware, pour prendre la métaphore informatique, pour que ça fonctionne, pour attirer des investisseurs. Sauf que ces modèles-là ne sont pas forcément modélisables et singeables d'ailleurs dans d'autres secteurs d'activité. Donc, le changement de cap économique, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il faut continuer à miser sur le Made in Morocco alors qu'on a une transition écologique à financer et également d'ailleurs une transition numérique? Est-ce qu'il faut privilégier une politique de l'offre alors que les facteurs de production sont en train d'exploser chez nous et qu'on est face à une concurrence mondiale extrêmement agressive? C'est tous ces sujets-là en fait. Est-ce qu'il faut un peu plus se fermer de la mondialisation ou continuer à être un peu ouvert et donc du coup à être extrêmement exposé aux poussées inflationnistes et à l'inflation qui en fait n'a pas de frontières? Moi, je pense qu'il faut se positionner en termes de valeur cible, comme diraient les informaticiens. Nous, ce qu'on veut, c'est assurer une croissance de l'ordre de 4,5 à 5% pour que le Marocain moyen, pour que tous les Marocains puissent... On sait que ça, c'est plus possible, Hicham El Alaoui. On s'est dit, à valeur aujourd'hui, vu la poussée inflationniste avec des niveaux extrêmement élevés et une inflation qui devrait être durable, Dixit Ahmed Halimi d'ailleurs, du ACP, d'avoir des niveaux d'inflation à 4 ou 5% pour cet exécutif, en tout cas pour d'ici 2026, c'est quasiment mission impossible. Justement, ça, c'est une... Quasiment, a priori. C'est une très belle parenthèse qu'on ouvre, parce que je pense qu'on est beaucoup moins patient que dans le passé. Nos aïeux ont connu des guerres, il y a eu des morts. Nos aïeux ont connu des périodes où beaucoup d'enfants mouraient parce que le système de vaccination n'était pas en place, parce que les hôpitaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que les routes ne sont pas ce qu'ils sont. Donc si on a 3, 4, 5 ans à sacrifier, et sacrifier est un bien grand mot. Sacrifice pour moi, c'est la Corée, c'est l'Irak, c'est l'Afghanistan. C'est ça ce type ou bien la décennie noire en Algérie. Là, nous parlons de sacrifice. Si on aura 4 années de vaches un peu moins grasses, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Et parfois, on a tendance à voir le feu au lac là où il n'y en a pas. Pour moi, la digression est critique. Est-ce qu'on se dirige vers ça, selon vous, Hicham El Alaoui, c'est-à-dire avoir un cycle 2023, 2024, 2025, les 3-4 prochaines années en tout cas, extrêmement compliqué avec une croissance économique à tourne autour de 1,5%, alors que les prévisions aujourd'hui, on parle de 3%. Est-ce que c'est ça? C'est évident, c'est ce que je rappelais en round 1, ce que je rappelle aujourd'hui. On aura de l'inflation importante, on aura une croissance quasi nulle, sauf miracle, sauf si nous découvrons peut-être une manne dont nous n'avions pas conscience, etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi notre valeur cible? On veut de l'émergence pour continuer ce circuit d'inclusion économique. On veut continuer à investir, continuer à attirer des investisseurs marocains ou étrangers, réformer le système de santé, réformer le système hospitalier, le système éducatif. Pour ce faire, il faut de l'argent. Il n'y a pas d'argent magique. Tout ça, c'est la dépense. Pour générer cela, soit on va lever de l'endettement, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait déjà. Et ça a ses limites. Ou alors, nous allons trouver des leviers alternatifs. Les leviers alternatifs en question, moi personnellement, je ne les vois pas. Peut-être que je suis naïf ou je ne suis pas suffisamment à l'actualité, mais je ne les vois pas. Parce qu'avec notre monnaie très forte, déjà qu'elle permet de limiter les effets de l'inflation pour un pays importateur net. Si on veut développer le Made in Morocco à l'étranger, il faut dévaluer le dirham pour qu'on soit un peu plus compétitif à l'export. Dévaluer le dirham, ça veut dire que la balance commerciale sera encore plus déséquilibrée. La priorité aujourd'hui, entre développer une offre exportable et éviter que l'inflation n'atteigne des limites encore plus importantes, je pense que l'arbitrage est très vite fait en termes d'inflation. Et deuxième sujet, non des moindres, sans hypocrisie, quelle est cette fameuse offre exportable? Parce qu'avec toute la bienveillance du monde, je vous dirais que le Maroc, on a des fruits, on a des légumes, on a du phosphate, on a du tourisme, on a des Marocains du monde qui sont à des niveaux
exceptionnel en termes de transfert de devises, hausse à 2 chiffres en pleine période Covid, mais qu'est-ce qu'on a à offrir d'autre, de plus? Dernière petite question avant de passer au troisième round. Hicham El Alaoui, j'en parlais tout à l'heure, donc on le voit bien, d'un côté, la Banque centrale, la stratégie c'est le resserrement monétaire avec un relèvement des taux, renchérissement de l'argent, donc pression sur la demande. Et de l'autre côté, le gouvernement, en tout cas valeur encore aujourd'hui, c'est de dire voilà, notre modèle de croissance et la croissance reposera sur la dépense publique. Il y a beaucoup de dépenses publiques, de dépenses sociales qui sont prévues, en tout cas c'est les engagements qu'a pris ce gouvernement. Oui. Est-ce que selon vous, il faut aussi les déprogrammer ou continuer à financer de la dépense publique et de la dépense sociale sur de l'argent qu'on n'a pas, de l'argent que l'État ne dispose pas et sur la base d'un budget en fait qui va être gonflé artificiellement par l'endettement? Moi je pense qu'il faut revenir peut-être même 2 ou 3 échelons au-delà pour tirer les conclusions qui s'imposent ce type de sujet. Pour moi, il y a 5 conclusions majeures, on en a évoqué 3 ou 4, c'est-à-dire on aura de l'inflation importante, on aura une stagnation de la croissance, on a un système qui atteint ses limites, d'où le fameux nouveau modèle de développement que Sa Majesté supervise directement. Nous devons faire le dos rond, être plus résilients, parce que lorsqu'on parle de crise, des crises telles que le Maroc a pu en connaître, ou des pays voisins, ou des pays occidentaux, ce n'est pas tout à fait une crise, c'est une période peut-être de tension, mais ce n'est pas réellement une crise. Mais mon dernier point, il y a plusieurs institutions dans ce pays. Il y a un gouvernement qui est élu, qui est le fruit des législatives. Le pouvoir exécutif. Hein. Et il y a des instances qui sont super partes, comme diraient les latins. Il y a des instances qui ne sont pas nommées par des instances politiques ou qui ne sont pas nommées par un gouvernement. Je pense qu'il y a de la compétence, et je le dis sans flagornerie aucune et sans complaisance, partout. Je pense juste qu'on devrait prendre exemple sur la loi de finances, celle de cette année, pour se dire que peut-être ces différentes institutions qui font de l'excellent travail, pris séparément, devraient communiquer davantage. Parce que lorsqu'on lit le projet de loi de finances, entre réforme de l'enseignement, réforme du système de santé, plafonnement du déficit à un certain niveau, mais en même temps... déficit budgétaire. Est-ce que ça va être tenable, ça, par exemple? Je pense que là, la conséquence évidente pour moi, c'est que pour moi, les instances super partes et le gouvernement devraient sans doute gagner beaucoup à communiquer davantage. Qu'on se pose autour du table et qu'on dise, monsieur le chef de gouvernement, j'ai telle contrainte. D'avoir une conférence de presse, ou en fait, des prises de parole publiques en tout cas, où on pourrait avoir à la fois Aïssa Khnouch, chef de gouvernement, à la fois Abdel Jouari, patron de la Banque centrale, gouverneur de la Banque centrale, oui, bien sûr. Et à la fois, par exemple, Ahmed Himi, patron du HCP. Chacun ses contraintes, chacun son jeu politique. Monsieur Arnouch fait de la politique et il a parfaitement raison. Il doit rassurer les macroéconomistes et des gens un peu plus chacun défendant sa partition. Tout à fait, c'est parfait. Troisième round, Hicham El Alaoui, les ravages de l'inflation vont-ils perdurer? Avec un point d'interrogation, sachant que Ahmed Himi, parce qu'on en parlait juste à l'instant, a déjà fait cette déclaration qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs, en disant que l'inflation, il va falloir s'y habituer. Et vivre avec. Donc, vous nous avez dit qu'avec le Covid, pendant la période pandémique, il fallait apprendre à vivre avec le virus. Est-ce que là, du coup, il va falloir apprendre à vivre avec un autre virus? Et là, en l'occurrence, c'est l'inflation. Hicham El Alaoui. Alors, la question est particulièrement astucieusement posée pour une raison simple, parce qu'il y a 2 composantes. Est-ce que l'inflation va perdurer? Je pense que tous les macroéconomistes du monde vous diront oui, effectivement, elle est partie pour durer pour 30 ou 40 considérations. En revanche, est-ce que les ravages vont perdurer? Là, on sort du cercle purement économique pour aller sur le cercle purement politique. Est-ce que nous saurons gérer cette étape? Est-ce que nous saurons communiquer? Est-ce que nous saurons rassurer? Est-ce que nous saurons laisser filer tel ou tel agrégat pour nous recentrer sur certains éléments qui sont non négociables, pour essayer de garantir le ciment sociétal pour que la tension, la perception de la tension n'excède pas certains niveaux? C'est-à-dire, est-ce que nous serons en capacité de faire preuve de solidarité? C'est ça que vous êtes en train de dire. On a eu un élan de solidarité pendant le Covid. Je vais essayer de faire une comparaison entre, en tout cas, la séquence pandémique, donc où tout le monde avait peur, et là, aujourd'hui, une séquence inflationniste où tout le monde aussi est victime, en tout cas, impacté par l'inflation. Oui, voilà, il faut faire preuve de solidarité, comme on l'a eu fait les premiers mois de la pandémie. Moi, je pense qu'il faut faire preuve de poigne politique. Parce que l'inflation, elle est là. C'est un fait. Et personne ne pourra la reprocher à tel ou tel gouvernement. Ce serait complète. Même le pire des partisans, qui ne seraient pas forcément de bonne foi, ne pourrait pas le reprocher au gouvernement actuel. En revanche, on peut faire quelques procès ou avoir quelques griefs sur la communication, la gestion. Peut-être taper d'une poignée de fer, pour utiliser ce gant, sur certains secteurs où il y a de l'accaparement, où il y a un différentiel beaucoup trop important entre une pomme de terre qui sort d'un champ
Oui. Et vu un circuit de 7, 8 ou 9 intermédiaires, son prix qui est triplé. Ça, entre-temps, celui qui paie la facture, c'est le citoyen marocain. Est-ce que c'est normal? Je dirais non. Donc je pense que le gouvernement, pour contrôler des circuits d'approvisionnement... revoir les circuits d'approvisionnement, profiter de ce laps de temps aujourd'hui pour crédibiliser l'action politique, en fait, de faire ce qui n'a jamais été fait, de remettre par exemple de l'or dans les marchés, les circuits d'approvisionnement de fruits et légumes, c'est ça que vous êtes en train de dire? Là, c'est un temps politique. Le temps économique, qu'est-ce qu'il est? Et il ne sera pas glorieux sur les 3 ou 4 prochaines années. Là, c'est un temps idéal pour les politiques de métier pour montrer ce qu'ils savent faire. Je suis persuadé qu'ils ont tout ce qu'il faut pour gérer cette période avec davantage de doigté, mais je pense qu'on gagnerait tous à avoir une communication améliorée. Est-ce que selon vous aussi, il faudrait aussi, vous avez fait référence à la loi de finances, pour éviter trop de ravages de l'inflation, en tout cas aussi, laisser filer un peu les déficits, pour avoir un peu plus de marge de manœuvre financière aussi, et pour peut-être pouvoir financer en tout cas des politiques d'aide et de soutien au pouvoir d'achat? Là, je suis un peu partagé. Parce qu'il y a un débat aussi là-dessus. Je pense qu'il faut, pour répondre à la question, il faut analyser ce qui se passe ailleurs. Lorsqu'on voit qu'en France, ils veulent réformer un système de retraite pour un déficit estimé entre 10 et 15 milliards d'euros par an, mais qu'on oppose au même président Macron qui avait pris cette mesure, qui pour moi est une bonne mesure, mais ça n'engage que moi, en lui disant, oui, mais dans le quoi qu'il en coûte, vous avez misé 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros pour financer la période Covid. Donc, en voulant bien faire, en voulant financer une période très compliquée, on peut vous dire, mais puisque vous allez laisser filer les déficits, ben, on n'a plus le droit de réformer. Il faut relaisser filer les déficits à l'avenir. Les concepts de PIB, de dette, etc. restent des concepts abstraits. Peut-être il y a quelques milliers ou dizaines de milliers de Marocains à qui ça parle plus ou moins. Pour le reste, j'ai pas vu de dette, mon réfrigérateur est rempli. Ben, laissons filer le déficit et on verra. Avec l'aspect religieux de Mktab. Et si c'est nos enfants qui paieront la facture, c'est pas si grave. Pour financer la solidarité sociale, donc vous dites qu'il faut faire preuve de solidarité nationale, solidarité sociale parce que les temps risquent d'être difficiles par rapport à des ravages, pour éviter en tout cas que l'inflation continue à faire des ravages. Donc il faut des financements aussi. Oui. Donc vous dites, voilà, est-ce que c'est où je continue à m'endetter, revenir sur les marchés internationaux de la dette, ou alors laisser filer le déficit? Parce que je ne peux pas augmenter les impôts, donc il n'y a que deux leviers possibles. Peut-être même que pour relancer la fameuse offre exportable Maroc ou l'offre Maroc, peut-être même qu'il faudrait les réduire. Mais pour les réduire, il faut être plus attractif pour des investisseurs, pour compenser ce manque à gagner. Moi, je ne suis pas partisan de laisser filer l'endettement, pour plusieurs considérations. On va de plus en plus s'occidentaliser en termes de pyramide des âges, etc. Et quelqu'un devra payer la facture, et il n'y a pas de raison que nos enfants, nos petits-enfants se retrouvent avec une facture que nous n'avons jamais payée. Quand j'avais l'âge de mes enfants, le PIB, le ratio dette sur PIB marocain était anecdotique, 20-25%. Là, aujourd'hui, il n'est pas loin des 100%. Si on laisse filer l'endettement pour contrer une période qui n'est pas si catastrophique, c'est pour ça que la pédagogie, la didactique politicienne pourra beaucoup aider. Il n'y a pas de raison que mon enfant, à moi, paye une facture à 200% de PIB en termes d'endettement. Donc ça veut dire que grosso modo, le laps de temps, vous dites, qui s'offre à nous aujourd'hui sur les 2-3 prochaines années, donc on le voit, un niveau d'inflation qui restera élevé, même s'il ne sera pas toujours à 9-10 comme il est aujourd'hui, mais il gravitera entre 4 et 6% a priori, donc avec laquelle on devra composer et dégager un peu de croissance, même si on a toujours une croissance à tonnes. Oui, il faut faire preuve de solidarité et pour éviter trop de ravages. Et je voulais vous faire réagir à trop de ravages de l'inflation, vous faire réagir juste à une proposition, en fait, ce qu'a développé Hamid Halimi, qui s'est beaucoup exprimé d'ailleurs sur plein de sujets, et qui dit que pour réduire l'inflation, ça passe nécessairement par améliorer la politique de l'offre et notre compétitivité. Est-ce que vous partagez ce sentiment de voir cette croyance de Hamid Halimi qui dit voilà, pour réduire l'inflation, si on ne renforce pas notre compétitivité, qu'on n'est pas plus compétitif, que nos entreprises ne sont pas plus compétitives, on n'arrivera pas à juguler l'inflation? Oui, je suis d'accord en théorie. D'ailleurs, je ne peux pas être en désaccord avec ça parce que macroéconomiquement, c'est plutôt évident. Mais pour moi, avec tout le respect que je dois à Wassile Halimi, ce serait une réponse similaire à dire pour réformer le système des retraites, on n'est pas obligé d'ajouter 2 ans de cotisation en France. On peut faire plus d'enfants. Oui, mais ça prend un peu de temps et on ne peut pas changer des habitudes. Donc là, concrètement, ce que propose Wassile Halimi, c'est qu'il y ait un climat entrepreneurial significativement amélioré dans un laps de temps court pour que, lorsque je vais au marché, j'avais le choix entre 3 opérateurs, que j'ai le choix entre 10 opérateurs, et donc ceux qui vendaient à 3 dirhams seront obligés de vendre à 2 dirhams parce qu'ils vont rogner sur leur marge. L'histoire et l'expérience a montré que ce n'était pas aussi simple. On peut prendre juste un exemple très simple, c'est-à-dire le désengagement d'un holding principal au Maroc d'un certain nombre de produits de première nécessité au Maroc. Il y a parfois 10 ans, il y a parfois 15 ans. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, la concurrence est à profusion. Lorsqu'on va dans les étals, dans les marchés, on n'a pas forcément une concurrence qui a pu se développer en tout cas. Oui. Donc, ce n'est pas aussi simple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ressort de l'ADN, peut-être on est un peu francophone, l'esprit entrepreneurial n'est pas notre fort, on n'est pas allemand, on n'est pas italien, on n'est pas anglo-saxon.
Donc ce que dit Halimi, oui, mais avec une réforme globale, système d'enseignement, système de pensée, pour qu'on devienne plus américain que français dans l'esprit. Entreprendre, oser entreprendre. Et que le ticket d'entrée, surtout au niveau du secteur agroalimentaire, sont moins élevés. Aussi, oui. Voilà ce que ça veut dire. Ahmed Reda Chami, lui, en l'occurrence, du CESE, là-dessus, il fait jouer beaucoup plus de concurrence, on le voit bien. D'ailleurs, peut-être que si on a autant d'inflation aussi, c'est qu'on n'a pas suffisamment aussi de secteurs qui sont mis en interne en concurrence. Oui. Et je pense que le Marocain moyen serait totalement d'accord pour une inflation importée mécanique. En revanche, qu'on m'explique que je paye ma pomme de terre 3 fois plus cher parce que quelqu'un est en train de stocker des pommes de terre dans des quantités industrielles anormales, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Marocains qui comprendraient. Là, pour moi, c'est aux politiques de prendre le relais et de mettre le haut là à ces manigances qui n'honorent personne. Et peut-être au-delà des spéculateurs aussi, peut-être leur dire aussi qu'on est obligé aujourd'hui d'importer massivement de la pomme de terre, ce qu'on ne faisait pas auparavant, parce qu'on n'a pas suffisamment produit de pommes de terre aussi, il n'y a pas suffisamment d'eau aussi destinée à l'agriculture et beaucoup d'eau qui a été destinée et reventilée à l'eau domestique. Les profiteurs de guerre n'ont jamais eu bonne presse. Merci en tout cas. On finira là-dessus par une note poétique et philosophique. Merci infiniment à vous en tout cas. Hicham Ben Selah-Alaoui, CEO, je rappelle, DG de Euler Hermès Akmar. Tout à fait. Alliance Trade. Alliance Trade. Pour les intimes. Alliance Trade pour les intimes. Donc on fait partie de vos intimes. Ah oui, bien sûr. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.